Mon frère a trompé ma femme plusieurs fois, puis m'a attaqué quand je les ai surpris. La police est intervenue, mais ma famille a exigé que je pardonne. J'ai été marié à Mali pendant 4 ans et nous étions ensemble depuis 6 ans au total. Et jusqu'à il y a environ 2 mois, je pensais que nous avions un mariage assez solide. Vous savez, nous nous disputions parfois, mais rien de grave. Nous avions nos routines. Elle rentrait de son travail au cabinet comptable vers 18 h presque tous les soirs. Nous dînions et regardions Netflix ou autre chose. Des trucs de couple mariés normaux et ennuyeux que j'aimais en fait, parce que ça semblait stable et confortable, et je pensais qu'elle ressentait la même chose. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer, et au début, je me suis dit que j'étais juste paranoïaque parce que c'est ce que je fais habituellement, je réfléchis trop à tout, et Mali me taquinait à ce sujet de manière attachante, m'appelant son petit inquiet et m'embrassant sur le front quand je m'inquiétais pour des bêtises. Mais maintenant, quand je mentionnais que quelque chose n'allait pas, elle levait simplement les yeux au ciel et me disait que j'étais dramatique. Et cela faisait plus mal que je ne l'avais prévu, car elle n'avait jamais rejeté mes sentiments de cette manière auparavant. Les changements ont commencé modestement, comme le fait qu'elle travaille tard une fois par semaine au lieu de jamais, et rentre à la maison l'air fatigué mais aussi, en quelque sorte, plus énergique, si cela a un sens, comme si elle était physiquement fatiguée mais mentalement plus éveillée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Et elle a commencé à emmener son téléphone partout, même aux toilettes, ce qui était nouveau car elle le laissait habituellement chargé sur le comptoir de la cuisine la plupart du temps et ne le regardait même pas avant le lendemain matin. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle est rentrée à la maison presque à 21 h un mardi, ce qui était bizarre car les mardis sont généralement des jours calmes. Et quand je lui ai demandé, elle a dit qu'il travaillait sur les livres d'un gros client et que tout le monde devait être là. Mais voici le problème, elle travaille dans une petite entreprise, avec environ 6 personnes au total, et j'ai rencontré ses collègues lors de fêtes d'entreprise et autres, et aucun d'entre eux ne semblait du genre à rester tard, à moins que quelqu'un ne leur tienne littéralement un pistolet sur la tempe, et encore moins un mardi. Alors je lui ai demandé de quel client il s'agissait, et elle a fait une grimace comme si je l'avais surprise en train de voler des biscuits ou quelque chose du genre. Juste une seconde, avant de dire que c'était une entreprise de fabrication dont elle n'avait jamais parlé auparavant. Et quand j'ai dit « Oh, cool, qu'est-ce qu'il fabrique ?» elle a juste dit de l'équipement et a immédiatement commencé à me poser des questions sur ma journée et sur ce que je voulais pour le dîner de demain, comme si elle essayait de changer de sujet. C'est à ce moment-là que la petite voix dans ma tête a commencé à se faire plus forte, celle qui dit « Fais attention. Quelque chose ne va pas ici. » Et j'ai essayé de l'ignorer parce que je ne voulais pas être ce mari qui ne fait pas confiance à sa femme. Mais les nuits tardives ont continué à se produire de plus en plus, et elle a commencé à prendre des appels dans une autre pièce et parlait très doucement. Et quand j'entrais, elle disait rapidement « D'accord, on se reparle plus tard », et raccrochait. Le truc du téléphone m'a vraiment dérangé parce que nous avions toujours été assez ouverts à ce sujet. Non pas que nous fouillions dans les affaires de l'autre, mais si le sien était plus proche et que le mien sonnait, elle y répondait et vice-versa, et soudain elle le gardait comme s'il contenait les codes de lancement nucléaire. Elle a commencé à emmener son téléphone même sous la douche, ce qui était juste bizarre, et elle dormait avec sous son oreiller au lieu de le laisser sur la table de chevet comme elle l'avait fait pendant des années. Et puis il y avait la façon dont elle a commencé à me regarder, ou plutôt, à ne pas me regarder, car pendant le dîner, elle regardait dans le vide, et quand je lui demandais à quoi elle pensait, elle disait simplement des trucs de travail ou que ce n'était rien d'important. Mais ses yeux avaient l'air différents, comme si elle voyait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Et quand elle me regardait, c'était comme si elle essayait de se souvenir de qui j'étais ou quelque chose du genre. L'intimité a également cessé, ce qui ne lui ressemblait pas du tout, car elle avait toujours été celle avec la plus forte libido entre nous deux. Et quand j'essayais d'initier quelque chose, elle disait qu'elle était trop fatiguée ou stressée par le travail. Et je comprends que le stress au travail est réel et je ne voulais pas la presser, mais des semaines s'étaient écoulées. Et quand j'ai essayé de lui en parler, elle a agi comme si j'étais insensible d'avoir même abordé le sujet. J'ai commencé à prêter plus d'attention à son emploi du temps et j'ai réalisé que les nuits où elle restait tard n'étaient pas aléatoires. C'était tous les mardis et jeudis, comme une horloge, plus quelques autres jours impairs. Et elle a également commencé à partir plus tôt le matin, disant qu'elle voulait prendre de l'avance sur la journée. Mais son bureau n'ouvre même pas avant 9 h, et elle partait à 7 h 30. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de passer devant son bureau un jeudi après-midi, vers 19 h, juste pour voir s'il y avait vraiment d'autres voitures là-bas. Et devinez quoi, le parking était complètement vide, à l'exception de la voiture du gardien de sécurité.
Il n'y avait pas de lumières allumées dans le bâtiment, rien. Donc, soit elle me mentait sur le fait de travailler tard, soit tout son bureau avait décidé de travailler dans le noir comme s'ils étaient une sorte de cabinet comptable de vampires. Je suis resté dans ma voiture pendant environ 20 minutes à essayer de décider quoi faire de cette information. Et j'avais mal au ventre, car maintenant je savais avec certitude qu'elle me mentait, mais je ne savais pas ce qu'elle faisait réellement. Et une partie de moi voulait juste rentrer à la maison et prétendre que je n'avais jamais vu ce parking vide, mais je ne pouvais pas ignorer ce que je savais déjà. Quand elle est rentrée ce soir-là, vers 21h30, je lui ai demandé comment s'était passé le travail, et elle a dit « occupé, comme d'habitude ». Vraiment épuisant. Et j'ai juste hoché la tête et dit « ça craint », pendant que mon cœur battait dans ma poitrine, car elle me regardait droit dans les yeux et mentait sans même ciller, et j'ai réalisé que je ne savais plus qui était cette personne qui pouvait mentir si facilement à quelqu'un qu'elle prétendait aimer. Après cela, j'ai commencé à prêter plus d'attention à ces histoires. Comme quand elle disait qu'elle allait déjeuner avec sa collègue Jenny, j'en parlais nonchalamment plus tard et elle me donnait des détails qui ne collaient pas tout à fait, comme elle disait qu'elles étaient allées dans un restaurant italien mais mentionnait ensuite qu'elles avaient mangé des sushis, ou elle disait que Jenny était stressée par son divorce mais la dernière fois qu'elle en avait parlé, elle était heureusement mariée. Le point de rupture est survenu lorsque j'ai trouvé le téléphone prépayé, et je ne sais toujours pas si elle voulait que je le trouve ou si elle était simplement négligente. C'était un mardi soir, et elle était rentrée tard encore une fois avec ce même regard fatigué mais énergique, et elle est allée directement sous la douche comme elle le faisait toujours après ces nuits-là. Elle a laissé son sac à main sur le comptoir de la cuisine, et son téléphone habituel était en charge sur la table, et quelque chose m'a simplement poussé à regarder dans son sac à main, même si je ne l'avais jamais fait de toute notre relation. Et là, il était, ce téléphone prépayé bon marché niché dans une poche latérale. Mes mains tremblaient en l'ouvrant et en voyant des dizaines de SMS. Le contact était simplement enregistré comme M, mais j'ai commencé à lire certains des messages et tout mon monde s'est effondré là, dans la cuisine, pendant que je pouvais entendre l'eau de la douche couler à l'étage. Les messages étaient définitivement torrides. Ils parlaient de se retrouver, de combien ils voulaient être ensemble, de combien la nuit précédente avait été incroyable et de combien ils souhaitaient pouvoir passer plus de temps ensemble. Ils parlaient aussi de l'importance d'être prudent, de se faufiler et de s'assurer que personne ne le sache. Et j'ai continué à lire ces messages entre ma femme et qui que soit M. Mais c'est ce qui m'a vraiment retourné l'estomac, certains messages faisaient référence à des choses qui s'étaient passées dans notre maison, comme même disant qu'ils aimaient la vue depuis la fenêtre de notre chambre et à quel point notre canapé était confortable. Donc, cette personne avait été dans ma maison, probablement dans mon lit, pendant que j'étais au travail ou ailleurs, et Mali les y avait amenés et ils en avaient ri ensemble. J'ai pris des photos de certains des messages avec mon propre téléphone, car je savais qu'elle nierait tout si je la confrontais sans preuve. Puis j'ai caché le téléphone prépayé quelque part dans la maison et je me suis juste assis à la table de la cuisine en essayant de digérer ce que je venais de découvrir. La douche coulait toujours et je pouvais l'entendre chanter comme si elle était heureuse, et j'avais envie de vomir. Quand elle est descendue dans son peignoir, les cheveux enroulés dans une serviette, elle m'a embrassé sur la tête comme si de rien n'était et m'a demandé si je voulais regarder un film. Et je l'ai juste regardé et j'ai dit, nous devons parler. Et tout son corps s'est tendu, comme si elle savait exactement de quoi il s'agissait. Je lui ai dit que j'avais trouvé le téléphone, que je savais qu'elle me trompait et que je voulais savoir qui était M et depuis combien de temps cela durait. Et au lieu de le nier ou de pleurer ou de s'excuser ou de faire l'une des choses auxquelles je m'attendais, elle a juste eu ce regard froid sur son visage et a dit que ce n'était pas ce que je pensais et que je tirais des conclusions hâtives. Alors je lui ai montré les photos que j'avais prises des messages, et son visage est devenu pâle, mais au lieu d'avoir honte, elle s'est mise en colère et a commencé à me crier dessus pour avoir fouillé dans ses affaires personnelles et violé sa vie privée. Et j'étais juste assis là à penser, es-tu sérieusement en colère contre moi pour avoir découvert que tu me trompes, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal? Elle n'arrêtait pas de dire que je ne comprendrais pas et que ce n'était pas si simple, qu'il y avait des choses dans notre mariage que je ne voyais pas. Et je lui ai demandé ce que diable cela voulait dire, car je pensais que notre mariage allait bien jusqu'à ce qu'elle commence à se faufiler. Et elle a dit que j'étais naïf si je pensais que notre mariage allait bien, qu'elle était malheureuse depuis longtemps mais ne savait pas comment me le dire. Mais c'est ce qui m'a vraiment exaspéré, elle a dit tout cela comme si cela justifiait ce qu'elle faisait, comme si être malheureuse lui donnait le droit de me tromper au lieu de me parler, de chercher de l'aide ou de simplement partir si elle était si misérable. Et quand je lui ai dit cela, elle a juste levé les yeux au ciel et a dit que je n'aurais de toute façon pas écouté, ce qui m'a rendu encore plus en colère car elle n'avait même pas essayé. Je lui ai demandé à nouveau qui était M,
et elle a dit que cela n'avait pas d'importance, que c'était de toute façon fini, mais je savais qu'elle mentait car certains de ses messages dataient de ce jour même. Je lui ai dit que je voulais qu'elle appelle cette personne sur le champ et mette fin aux choses devant moi. Et c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment perdu les pédales et a commencé à crier que j'étais contrôlant et qu'elle se sentait comme si elle suffoquait dans ce mariage. Et je pensais, d'accord, si tu te sens étouffé, pourquoi ne pas simplement partir? Pourquoi as-tu dû me tromper, me mentir et amener quelqu'un dans notre maison? Mais au lieu de dire cela, je lui ai simplement demandé si elle voulait un divorce, car je n'allais pas rester marié à quelqu'un qui me trompait et mentait à ce sujet. Elle a dit que ce serait peut-être pour le mieux. Puis elle a pris le téléphone prépayé et est montée à l'étage. Je pouvais l'entendre parler à quelqu'un, mais je ne pouvais pas distinguer ce qu'elle disait. Et je suis juste resté là, à penser que mon mariage prenait fin, que je devrais le dire aux gens, m'occuper des avocats et partager nos affaires, et je me sentais plus engourdi qu'autre chose. Mais ensuite, j'ai commencé à me mettre en colère, car elle était à l'étage, parlant probablement à son amant, pendant que j'étais en bas à gérer les conséquences de ses choix. Et j'ai réalisé que je ne savais toujours pas qui était cette personne. Et pour une raison quelconque, cela me rendait fou, car j'avais l'impression de mériter de savoir qui avait contribué à détruire mon mariage. Le truc, c'est que j'avais ce sentiment depuis des semaines que tout cela me semblait familier, comme si j'avais vu des signes auparavant mais je ne pouvais pas tout à fait les situer. Et certains des messages que j'ai lus mentionnaient des choses qui me faisaient penser que cette personne me connaissait ou savait des choses sur moi, ce qui était troublant et déroutant. Mali est descendue 1 heure plus tard et a dit qu'elle allait rester chez sa sœur pendant quelques jours pendant que nous réglions les choses, et j'ai dit que c'était bien car j'avais aussi besoin d'espace pour réfléchir. Mais pendant qu'elle faisait son sac, je lui ai demandé une dernière fois avec qui elle avait une liaison, et elle a juste dit que cela n'avait pas d'importance et que je devais laisser tomber, mais je ne pouvais pas laisser tomber. Et après son départ, j'ai commencé à tout examiner plus attentivement. En cherchant des indices sur qui cela pourrait être, j'ai vérifié nos relevés de cartes de crédit et j'ai trouvé des frais dans des restaurants les jours où elle disait travailler tard. Et puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang, un reçu d'une boutique de cadeaux pour une montre d'homme qui coûtait $300, datée de 2 semaines. Mali n'a jamais mentionné avoir acheté un cadeau pour qui que ce soit, et j'ai commencé à me demander qui pourrait être cette personne pour qui elle achetait des cadeaux coûteux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'installer une caméra dans le salon, une de ces petites que vous pouvez cacher n'importe où, car j'avais le sentiment qu'elle pourrait ramener cette personne à la maison et je devais savoir qui c'était. Je sais que ça a l'air fou, mais j'avais l'impression de devenir fou de ne pas savoir. J'avais besoin de preuves, de son infidélité et de ce qui se passait dans ma propre maison. Je n'ai pas eu à attendre longtemps, car 5 jours plus tard, pendant que j'étais au travail, la caméra a enregistré Mali rentrant à la maison avec quelqu'un. Et quand j'ai regardé les images ce soir-là, je pouvais à peine croire ce que je voyais. C'était mon frère, Marcus, mon frère aîné, que j'ai admiré toute ma vie, qui était censé être l'un de mes meilleurs amis, qui s'est tenu à mon mariage et a prononcé un discours sur le bonheur qu'il ressentait que j'ai trouvé quelqu'un comme Mali. J'ai dû regarder l'enregistrement 3 fois avant que cela ne pénètre vraiment, en les regardant entrer ensemble dans ma maison, s'embrasser dans le salon, puis monter dans ma chambre. Mon frère, à qui je parlais au moins 2 fois par semaine, à qui je faisais confiance pour tout, était celui qui couchait avec ma femme. Et soudain, tout a pris sens. Pourquoi certains de ces SMS faisaient référence à des choses sur moi et ma routine? Pourquoi Mali semblait savoir exactement quand je ne serais pas à la maison? Pourquoi cette personne se sentait si à l'aise dans ma maison? Marcus connaissait tous mes horaires, il savait quand je travaillais tard, quand j'allais à la salle de sport, il savait tout de ma vie parce que je lui disais tout. J'ai réalisé qu'ils avaient probablement planifié cela pendant des mois, trouvant des moyens d'être seuls. Et j'ai pensé à toutes les fois où Marcus était venu quand Mali était seul, à toutes les fois où il avait proposé de l'aider avec des choses quand j'étais occupé. Le pire, c'était de me souvenir à quel point Marcus avait été solidaire lorsque j'ai commencé à soupçonner le comportement de Mali, me disant que je surréagissais probablement, que tous les mariages traversent des moments difficiles. Il me manipulait tout en couchant avec ma femme, me faisant me sentir fou de remarquer des choses qui se passaient réellement. J'ai passé toute la nuit assis dans le salon, à regarder l'endroit où je les ai vus s'embrasser, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont ils me regardaient tous les deux pendant les dîners de famille et les fêtes, sachant ce qu'ils faisaient dans mon dos. Et j'ai pensé à la façon dont ils parlaient probablement de moi. Peut-être même qu'ils se moquaient de ma naïveté. Le matin, j'ai décidé que j'allais les confronter tous les deux. J'ai appelé Mali et je lui ai dit qu'elle devait rentrer à la maison parce que nous devions terminer notre conversation.
Je n'ai pas mentionné que je savais pour Marcus parce que je voulais voir si elle me dirait enfin la vérité, mais j'ai aussi envoyé un SMS à Marcus et je lui ai demandé de venir parce que je devais lui parler de quelque chose d'important. Mali est arrivée la première et elle avait l'air nerveuse, me demandant pourquoi j'avais insisté pour qu'elle revienne et si j'avais encore fouillé dans ses affaires. Je lui ai juste dit que je savais déjà qui était BM et que je voulais qu'elle l'admette, et elle a eu le même regard froid que d'habitude et a dit qu'elle n'allait pas jouer à mes petits jeux. C'est à ce moment-là que Marcus est arrivé, et je n'oublierai jamais l'expression sur son visage quand il a vu Mali et moi là et a réalisé que quelque chose n'allait pas. Il a essayé d'agir normalement, demandant ce qui se passait et si tout allait bien, mais je pouvais voir la panique dans ses yeux. Je les ai regardés tous les deux, debout dans mon salon, et j'ai dit, je sais que vous couchez ensemble. J'ai des preuves, et je veux que vous avouiez tous les deux ou que vous foutiez le camp de ma maison tout de suite. Mali a commencé à dire quelque chose, mais Marcus l'a interrompu et a dit, nous devrions nous calmer et en parler comme des adultes. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu patience, car il essayait toujours de me manipuler même après avoir été pris, il essayait toujours de contrôler la situation et de me faire sentir que j'étais celui qui surréagissait. Je lui ai dit qu'il était une ordure de coucher avec ma femme et que je ne voulais plus jamais voir aucun d'entre eux. Marcus avait l'air comme si je l'avais giflé, puis il a dit que j'étais dramatique et que les choses n'étaient pas aussi simples que je les faisais paraître. Et j'ai dit, ah oui, s'il te plaît, explique-moi en quoi coucher avec la femme de ton frère est compliqué, car apparemment je suis trop stupide pour comprendre. C'est à ce moment-là que Mali est intervenu et a dit que ce n'était pas son intention que cela se produise, qu'ils avaient essayé de l'arrêter mais qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Et j'ai juste commencé à rire parce que c'était la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue, comme s'ils étaient victimes de leurs propres émotions au lieu de deux adultes qui ont fait des choix. Je leur ai dit à tous les deux de sortir, et Marcus a dit que nous devions en parler en famille. Et j'ai dit, nous ne sommes plus une famille. Tu t'en es assuré quand tu as décidé de baiser ma femme. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu agressif, il s'est approché et m'a dit de surveiller mon langage et de faire preuve d'un peu de respect. Du respect ? Après ce que tu as fait, tu veux que je te respecte, ai-je dit. Tu devrais t'éloigner de moi avant que je ne fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. Mais au lieu de partir, il s'est mis juste en face de moi et m'a dit que j'avais toujours été dramatique et que peut-être si j'avais été un meilleur mari, Mali n'aurait pas eu à chercher quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là qu'il m'a poussé, et j'ai trébuché en arrière contre la table basse, et je l'ai repoussé. Mali a commencé à crier pour que nous arrêtions. Marcus disait que j'avais commencé, et je criais, sors de ma maison. Marcus a attrapé ma chemise et m'a poussé contre le mur. Je pouvais sentir son eau de Cologne et voir la montre que Mali lui avait achetée à son poignet, et quelque chose a juste craqué en moi. J'ai commencé à me battre, à donner des coups de poing, à essayer de le faire descendre de moi. Il était plus grand que moi, mais j'étais plus en colère que je ne l'avais jamais été de ma vie. Nous avons fini par terre, lui sur moi, me frappant au visage et aux côtes pendant que Mali criait pour que nous arrêtions. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser, c'est mon frère, cette personne que j'aimais et en qui j'avais confiance, et il me bat dans mon propre salon pendant que ma femme regarde. Et pendant tout le temps qu'il me frappait, il disait des choses comme « c'est ce que tu mérites pour être un idiot, tu l'as cherché ». J'ai réussi à me libérer et j'ai couru à la cuisine, où j'ai attrapé un couteau, non pas parce que je voulais le poignarder, mais parce que je voulais qu'il recule et me laisse tranquille. Et quand il a vu le couteau, il a finalement cessé d'avancer vers moi. Mais ensuite, il a commencé à dire que j'étais fou, que j'étais dangereux et qu'il allait appeler la police. Et me voilà, saignant, tenant un couteau, dans ma propre cuisine, pendant que ma femme infidèle et mon frère agissent comme si j'étais le problème, et j'ai réalisé à quel point toute cette situation était complètement tordue. Alors j'ai posé le couteau, je leur ai dit à tous les deux de sortir et de ne jamais revenir, que je demandais le divorce et que je ne voulais plus jamais les revoir. Marcus a dit que je faisais une grosse erreur et que la famille était plus importante que ça. Et j'ai dit, tu aurais dû y penser avant de décider de détruire la mienne. Ils sont finalement partis, mais pas sans que Mali dise qu'elle reviendrait pour ses affaires et que je ferais mieux de ne rien faire de stupide. Après leur départ, je me suis assis par terre dans ma cuisine et j'ai pleuré parce que mon mariage était terminé, ma relation avec mon frère était terminée, et j'avais l'impression que toute ma vie avait été un mensonge. Et puis je me suis souvenu que la caméra avait tout enregistré, y compris Marcus m'agressant dans ma propre maison. Et à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais porter plainte. Je sais que tout le monde pense que j'aurais dû simplement laisser tomber et essayer de régler ça en famille, mais je ne peux pas surmonter le fait que mon propre frère m'a battu tout en défendant sa liaison avec ma femme.
Et quand j'ai dit à mes parents ce qui s'était passé, ils ont dit que j'étais vengeur et que je devais penser au pardon et à aller de l'avant en famille. Mais je ne veux pas leur pardonner et je ne veux pas avancer comme si de rien n'était, parce que quelque chose s'est passé, et ça a tout changé. J'ai appelé la police et je leur ai montré la vidéo de Marcus m'attaquant, et j'ai porté plainte pour agression. J'ai également demandé le divorce et j'ai demandé tout ce que je pouvais obtenir. J'ai dit à Mali qu'elle pouvait prendre ses affaires, mais je la voulais complètement hors de ma vie. Maintenant, tout le monde dans ma famille est en colère contre moi pour avoir porté plainte et dit que je détruis la famille pour quelque chose qui peut être réparé. Et ma mère n'arrête pas de m'appeler en pleurant et en me suppliant de retirer les charges et d'aller en thérapie familiale, mais je ne veux pas m'asseoir dans une pièce et parler de mes sentiments avec les gens qui m'ont trahi. Marcus m'a aussi appelé, laissant des messages disant qu'il était désolé et qu'il voulait arranger les choses, mais je ne sais pas comment on peut réparer quelque chose comme ça. Comment revenir en arrière après avoir couché avec la femme de son frère et l'avoir ensuite battue quand il l'a découvert? Et Mali n'arrête pas de m'envoyer des SMS pour essayer d'expliquer sa version, disant qu'elle n'a jamais voulu me blesser, qu'elle m'aime mais qu'elle aime aussi Marcus et qu'elle ne peut pas contrôler ce qu'elle ressent. Et chaque fois que je lis ces messages, je me remets en colère, car elle n'assume toujours pas la responsabilité de ce qu'elle a fait. Elle agit toujours comme si cela lui était simplement arrivé au lieu d'être quelque chose qu'elle a choisi de faire. La date du tribunal est le mois prochain, et mon avocat dit que nous avons un dossier solide grâce à la preuve vidéo, mais toute ma famille me met la pression pour que je retire les charges et que j'aille de l'avant. Et je n'arrête pas de me demander si je suis un connard de ne pas laisser tomber et d'essayer de sauver ce qui reste de mes relations familiales. Donc, je suppose que ma question est, suis-je le connard pour avoir porté plainte contre mon frère et refusé d'arranger les choses en famille? Honnêtement, je ne sais plus. Parce que toutes les personnes en qui j'avais confiance me disent que j'ai tort. Mais quelque chose en moi me dit que ce qu'ils ont fait est impardonnable et que je mérite mieux que de simplement l'oublier. Mais peut-être que je suis trop impliqué émotionnellement pour voir les choses clairement. J'espère donc que des inconnus sur Internet pourront me donner une perspective sur la question de savoir si je gère cela correctement ou si je suis juste un connard vengeur qui ne peut pas laisser les choses aller. Mise à jour 1. Je ne m'attendais pas à ce que mon message fasse autant de bruit, mais merci à tous ceux qui ont commenté, en particulier ceux qui m'ont dit que je ne suis pas fou de sentir que tout mon monde s'est effondré. La lecture de toutes vos réponses m'a aidé à réaliser que je ne surréagis pas et que ce qui m'est arrivé était réel, même si ma famille ne veut pas l'admettre. Beaucoup d'entre vous ont demandé des mises à jour, alors voici ce qui s'est passé depuis que j'ai posté. Premièrement, le harcèlement de ma famille s'est aggravé, pas amélioré. Ma mère m'appelle tous les jours en pleurant et en me suppliant de retirer les charges, disant que Marcus a appris sa leçon et que je détruis la famille pour quelque chose qui peut être réparé avec du temps et du pardon. Et mon père, dont je pensais qu'il comprendrait mieux, m'a dit hier que j'étais têtu et orgueilleux et que les vrais hommes n'appellent pas la police pour des disputes familiales entre frères. Il a dit que j'aurais dû simplement me battre avec Marcus et considérer que c'était réglé, comme si c'était une sorte de vieux film de western où nous réglons les choses avec les poings au lieu de, vous savez, s'attendre à ce que les gens ne couchent pas avec nos femmes et ne nous agressent pas ensuite. Mais la pire a été ma sœur. Elle m'a traité d'égoïste et a dit que je mettais mes sentiments au-dessus du bien-être de toute la famille. Elle a dit que Mali et Marcus étaient désolés et qu'ils étaient prêts à faire tout ce qu'il fallait pour arranger les choses, et que j'étais déraisonnable de ne même pas les écouter. Mais voici ce qui me dérange vraiment, aucun d'entre eux ne semble comprendre que ce n'est pas seulement une question de sentiments blessés ou de drame familial. Marcus a commis une agression. Il y a des preuves vidéo. Et s'il avait fait cela à un étranger dans la rue, tout le monde s'attendrait à ce qu'il en subisse les conséquences. Mais parce qu'il est mon frère et parce que cela s'est produit dans une situation familiale, tout à coup, je suis censé simplement laisser tomber. L'autre chose, c'est que les gens agissent comme si Mali et Marcus avaient juste fait une erreur, comme s'ils avaient trébuché et étaient tombés au lit ensemble par accident. Mais cela durait depuis des mois, probablement plus longtemps, et ils planifiaient, complotaient et me mentaient en face tout le temps. Ce n'est pas une erreur, c'est une série de choix délibérés pour me blesser et trahir ma confiance. Je séjourne dans un hôtel depuis la confrontation parce que je ne pouvais pas supporter d'être dans cette maison. Et Mali est allé là-bas pour récupérer ses affaires pendant que j'étais au travail. Ma voisine m'a envoyé un SMS hier pour me dire qu'elle avait vu Marcus aider Mali à déplacer des cartons, et je me suis juste senti malade de savoir qu'ils sont toujours ensemble et qu'ils parlent probablement de quel connard je suis de ne pas accepter leur relation. Le divorce avance, et mon avocat dit que ça devrait être assez simple puisque nous n'avons pas d'enfants et que la plupart des biens sont à mon nom. Mali n'a contesté quoi que ce soit jusqu'à présent, ce qui me fait penser qu'elle se sent coupable.
Mais je me demande aussi si elle n'est pas simplement pressée d'en finir pour pouvoir être avec Marcus sans complications. Le plus difficile, c'est à quel point je me sens isolé, parce que les personnes qui sont censées me soutenir pendant la pire période de ma vie me mettent plutôt la pression pour que je pardonne aux personnes qui m'ont blessé, et je n'arrête pas de me remettre en question, me demandant si je suis peut-être trop têtu ou si je devrais retirer les charges et essayer d'aller de l'avant. Mais ensuite, je regarde à nouveau cette vidéo, et je vois Marcus me frapper dans mon propre salon pendant que Mali reste là sans rien faire. Et je me souviens à quel point j'ai eu peur et à quel point je me suis senti impuissant, et je sais que je ne peux pas prétendre que cela ne s'est pas produit. Il aurait pu me tuer s'il m'avait frappé de la mauvaise façon, et il ne s'est pas arrêté avant que je n'attrape le couteau, ce qui signifie qu'il aurait continué si je ne m'étais pas défendu. Certaines personnes dans les commentaires ont posé des questions sur le téléphone prépayé et ce qui lui est arrivé. Je l'ai donné à mon avocat comme preuve pour le divorce. Mon avocat a dit que certains des messages pourraient être considérés comme une preuve d'aliénation d'affection, ce qui pourrait aider dans l'affaire, mais honnêtement, je ne veux même pas les lire car je pense qu'ils ne feraient que me blesser davantage. J'ai aussi appris que Marcus a raconté sa version de l'histoire, disant que je l'avais attaqué en premier et qu'il ne faisait que se défendre. Mais la vidéo montre clairement que c'est lui qui a aggravé la situation et qu'il a été l'agresseur pendant la majeure partie du combat. On le voit littéralement sur moi, me frappant à plusieurs reprises pendant que j'essaie de m'échapper. Et l'audio l'enregistre en train de dire des choses comme « c'est ce que tu mérites », ce qui ne ressemble clairement pas à de l'autodéfense. Le procureur était en fait très bon et a examiné la vidéo étape par étape, soulignant chaque moment où Marcus a eu l'occasion de désamorcer la situation ou de s'éloigner mais a choisi de continuer la violence. Elle a également souligné qu'il est nettement plus grand que moi et que les blessures que j'ai subies sont compatibles avec une raclée de la part de quelqu'un de plus fort, pas une bagarre entre égaux. L'avocat de Marcus a également essayé d'évoquer l'infidélité comme si cela justifiait ce qui s'est passé, arguant que j'étais émotionnellement instable et que Marcus essayait de me calmer lorsque les choses sont devenues physiques, mais le juge a rapidement mis fin à cela, disant que l'adultère n'est pas un crime mais que l'agression l'est, et que mon état émotionnel ne donnait pas à Marcus le droit de poser la main sur moi. Le pire, c'est quand Marcus est monté à la barre pour témoigner, car il a essentiellement jeté Mali sous le bus pour essayer de se sauver. Il a prétendu que c'était elle qui l'avait poursuivi et qu'il avait essayé de résister mais qu'elle était insistante. Il a dit qu'il se sentait terriblement mal d'avoir trahi moi mais qu'il ne savait pas comment gérer la situation, et puis il a eu le culot de dire qu'il était venu chez moi ce jour-là pour tout me confesser et mettre fin à la liaison, mais que je les avais confrontés avant qu'ils ne puissent s'expliquer et que j'avais été irrationnel et menaçant, ce qui est un mensonge complet car j'ai des SMS du téléphone prépayé de Mali qui montrent qu'il prévoyait de se retrouver la même semaine. Donc, clairement, mettre fin à la liaison n'était pas une priorité pour eux. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est quand Marcus a commencé à pleurer à la barre, disant à quel point il était désolé et qu'il n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Et pendant un moment, j'ai vraiment eu pitié de lui, car c'est mon frère et je ne l'avais jamais vu pleurer. Mais ensuite, je me suis souvenu de lui se mettant sur moi et me battant dans ma propre maison, et je me suis remis en colère. Le juge l'a déclaré coupable d'agression simple et l'a condamné à 6 mois de probation, à des cours de gestion de la colère et à une ordonnance de non-communication qui stipule qu'il ne peut pas s'approcher à moins de 150 mètres ou 500 pieds de moi ou de ma propriété. Il doit également payer une amende et les frais de justice, et cela figurera sur son casier judiciaire comme une condamnation pour délit mineur. Ma famille est absolument furieuse à propos de l'ordonnance de non-communication car cela signifie que Marcus ne peut pas assister aux réunions de famille si je suis présent. Et ma mère a commencé à pleurer au palais de justice, disant que je déchire la famille et que je nous rends impossible d'être ensemble pour les vacances et les anniversaires. Mais honnêtement, je ne veux pas être près de Marcus en ce moment, et je ne comprends pas pourquoi il pense que je devrais simplement surmonter le fait d'avoir été agressé pour que les dîners de famille puissent reprendre leur cours normal. C'est comme, désolé maman, mais je n'ai pas vraiment hâte de passer la purée de pommes de terre au type qui m'a battu. Eh bien, le divorce est aussi presque finalisé. Mali n'a rien contesté, ce qui a rendu tout le processus assez rapide. Elle emménage avec Marcus, ce qui, je suppose, a du sens puisqu'ils sont apparemment si amoureux et ne peuvent pas contrôler leurs sentiments, ou quelle que soit l'excuse qu'ils utilisent cette semaine. Elle a essayé de me parler à l'extérieur du palais de justice, disant qu'elle savait que je la détestais probablement mais qu'elle espérait qu'un jour je pourrais comprendre qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Et je l'ai juste regardée et j'ai dit, tu as passé des mois à me mentir en face et à amener mon frère dans notre lit. Exactement comment pensais-tu que ça allait se terminer? Puis elle a éclaté en sanglots et a dit qu'elle savait qu'elle avait mal géré tout ça mais qu'elle aimait vraiment Marcus et qu'ils essayaient de construire une vie ensemble.
Et je pensais juste, super, je suis si heureux pour vous. Merci d'avoir détruit ma vie pour que vous puissiez trouver votre bonheur avec mon frère. Ce qui me tue, c'est que tout le monde continue de parler de Marcus et Mali comme s'ils faisaient partie d'une histoire d'amour tragique, comme s'ils étaient Roméo et Juliette au lieu de deux personnes qui ont choisi de se faufiler, de mentir et de tricher au lieu de gérer leurs sentiments comme des adultes. Et quand je souligne qu'ils auraient pu simplement me dire qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre avant que quoi que ce soit ne se passe, tout le monde agit comme si j'étais naïf sur le fonctionnement de l'amour. Mais j'ai été amoureux avant. Je suis tombé amoureux de Mali, et je n'ai pas géré ça en mentant, en trichant et en trahissant la confiance de quelqu'un d'autre. J'ai rompu avec ma petite amie précédente et j'ai ensuite poursuivi Mali honnêtement, comme une personne décente, parce que c'est ce que vous faites quand vous avez des sentiments pour quelqu'un qui n'est pas disponible. Mon père m'a appelé hier soir et m'a dit que je devais penser à ce qui est le mieux pour toute la famille, pas seulement à mes sentiments blessés, et que garder des rancunes rend tout le monde misérable. Et je lui ai dit, papa, je ne garde pas de rancune. Je tiens les gens responsables de leurs actes, et c'est différent, même si tu ne veux pas le voir. Il a dit que Marcus avait appris sa leçon et que la famille devait guérir. Mais comment la famille est-elle censée guérir si personne ne veut reconnaître ce qui s'est réellement passé? Tout le monde continue de parler de pardon et d'aller de l'avant, mais personne ne s'est réellement excusé pour les bonnes choses ou n'a montré qu'il comprenait pourquoi ce qu'il a fait était si mal. J'ai beaucoup pensé à ce que ma thérapeute a dit sur les limites et le respect de soi, et je réalise que si je laisse simplement tomber et que je prétends que tout va bien, je dis essentiellement à tout le monde qu'ils peuvent me traiter comme ils veulent tant qu'ils pleurent à ce sujet après. Et je ne peux pas vivre comme ça, me demandant toujours qui me ment ou quel secret on me cache. Le plus difficile, c'est que j'aimais vraiment Marcus. Il était l'un de mes meilleurs amis, et je l'ai admiré toute ma vie. Et perdre cette relation me fait presque autant de mal que de perdre mon mariage, mais je ne peux pas séparer la personne que je pensais qu'il était de celle qui était capable de faire ce qu'il a fait. Et je ne sais pas comment surmonter ça. Certaines personnes m'ont demandé si je regrettais d'avoir porté plainte ou si j'aurais souhaité gérer les choses différemment. Et honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi souhaite que rien de tout cela ne se soit jamais produit et que nous puissions revenir à la façon dont les choses étaient avant. Mais une autre partie de moi sait que ce qui était avant était de toute façon déjà construit sur des mensonges. Au moins maintenant, je connais la vérité sur qui sont vraiment ces personnes, et je peux prendre des décisions basées sur la réalité au lieu du fantasme dans lequel je vivais, où je croyais que ma femme m'aimait et que mon frère me soutenait. Ça fait mal que la vérité soit si laide, mais je préfère la connaître que de passer le reste de ma vie à être un imbécile trompé. Je prévois de déménager dans une autre ville le mois prochain pour prendre un nouveau départ, un endroit où aucun d'eux ne sait où je suis et où je peux construire une vie qui n'est pas hantée par tout ça. J'ai aussi reçu une offre d'emploi d'une entreprise avec laquelle j'ai passé un entretien, et il paie mieux que ce que je gagne maintenant. Donc, au moins, quelque chose de bien est sorti de ce gâchis. Mon bail se termine de toute façon à la fin du mois, et je ne peux pas me permettre l'hypothèque de la maison sans le revenu de Mali, donc il est logique de recommencer ailleurs. Je suis en fait un peu excité à ce sujet, même si cela signifie laisser derrière moi tout ce qui m'est familier, parce que c'est peut-être juste ce dont j'ai besoin en ce moment. Je sais que ma famille pense que je fuis, mais je pense que je cours vers quelque chose de mieux, une vie où les gens ne me mentent pas et ne me trahissent pas et ne s'attendent pas ensuite à ce que je les remercie pour leurs excuses. Et si cela fait de moi le connard dans leur histoire, alors je suppose que je peux vivre avec ça. Merci encore à tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce cauchemar. Vous m'avez aidé à garder la tête froide quand tout le monde essayait de me convaincre que j'étais fou. Je posterai probablement une dernière mise à jour après m'être installé dans mon nouvel endroit, mais pour l'instant, je me concentre juste sur le fait de prendre les choses une étape à la fois et de passer chaque journée. Mise à jour finale. Je suis dans ma nouvelle ville depuis environ 3 semaines maintenant, et je pensais que je vous devais à tous une dernière mise à jour puisque vous avez suivi ce gâchis depuis le début. Beaucoup de choses se sont passées depuis mon dernier message. Quelques bonnes choses, et quelque chose absolument dingue, et j'essaie toujours de tout digérer. Premièrement, la bonne nouvelle, j'adore mon nouveau travail et mon nouvel appartement. Et être loin de tout le drame familial a été exactement ce dont j'avais besoin. Je peux maintenant dormir toute la nuit sans faire de cauchemar sur le fait de trouver ce téléphone ou de voir Marcus me frapper. Et je commence à me sentir à nouveau moi-même, au lieu de cette personne blessée et en colère qui ne pouvait penser à rien d'autre. La ville est super aussi, elle est plus grande que là où je vivais avant et il y a en fait des choses à faire ici. Et j'ai rencontré quelques personnes au travail qui semblent cool. C'est bizarre d'être dans un endroit où personne ne connaît mon histoire ou ne me regarde avec pitié ou jugement.
Et je réalise à quel point j'avais vraiment besoin d'un nouveau départ. Mais la chose vraiment folle s'est produite il y a 2 semaines, quand Marcus s'est présenté à mon immeuble. Je n'ai aucune idée de comment il a découvert où j'habite, car je n'ai dit à personne de ma famille mon adresse exacte. Mais il était là, debout dans le hall quand je suis rentré du travail, comme s'il attendait depuis un moment. Au début, j'ai pensé à appeler la police à cause de l'ordonnance de non-communication, mais ensuite j'ai réalisé que nous étions dans un état différent, donc je n'étais pas sûr si elle s'appliquait. Et honnêtement, j'étais curieux de savoir ce qu'il pouvait bien avoir à me dire qui valait la peine de conduire toutes ces heures. Il avait l'air terrible. Et quand il m'a vu, il a commencé à parler très vite de combien il était désolé et de comment il avait fait la plus grosse erreur de sa vie, et qu'il avait besoin que je lui pardonne pour pouvoir aller de l'avant avec la sienne. Et je suis juste resté là à l'écouter divaguer sur combien il se sentait coupable, combien notre relation lui manquait, et comment il ferait n'importe quoi pour arranger les choses entre nous. Mais pendant tout le temps qu'il parlait, j'attendais qu'il reconnaisse réellement ce qu'il avait mal fait. Pas seulement dire qu'il était désolé de m'avoir blessé, mais expliquer qu'il comprenait pourquoi ce qu'il avait fait était si grave. Mais il ne l'a jamais fait. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il était désolé, qu'il m'aimait, et que la famille était la chose la plus importante. Et quand je lui ai demandé s'il était toujours avec Mali, il a dit oui, mais que ce n'était pas à propos d'elle, c'était à propos de nous et de notre relation en tant que frères. Alors je lui ai dit qu'il n'y avait plus de relation, qu'il l'avait détruite quand il avait choisi de coucher avec ma femme. Puis il s'est frustré et m'a dit que j'étais têtu et que garder de la colère ne faisait que me blesser moi-même. Il a dit que Mali était misérable parce qu'elle se sentait coupable de s'être mise entre nous, qu'ils allaient tous les deux en thérapie pour travailler sur leurs problèmes, et que tout le monde serait plus heureux si je pouvais simplement trouver un moyen de leur pardonner et d'aller de l'avant. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, même après tout ce qui s'était passé, le procès, l'ordonnance de non-communication, mon déménagement à travers le pays pour m'éloigner d'eux, qu'il ne comprenait toujours pas ce qu'il m'avait réellement fait. Il pensait que c'était une question de jalousie ou de sentiments blessés, pas la destruction complète de la confiance et la violation de tout ce que je pensais savoir sur les personnes les plus proches de moi. Je lui ai dit que je me fichais que Mali se sente coupable ou qu'il soit en thérapie, parce que rien de tout cela ne changeait ce qu'il m'avait fait subir ou ne me donnait aucune raison de penser qu'ils étaient des personnes différentes maintenant. Et je lui ai dit que se présenter à mon appartement après mon déménagement pour échapper à tout ça n'était qu'un autre exemple de son non-respect de mes limites ou de son indifférence à ce dont j'avais besoin. Puis il a commencé à se mettre en colère, disant que j'étais déraisonnable et que je ne pouvais pas simplement couper les ponts avec toute ma famille pour une erreur. Et j'ai dit, une erreur ? Tu as eu une liaison avec ma femme pendant des mois. Tu m'as menti en face encore et encore. Tu m'as fait croire que je devenais fou quand j'ai commencé à remarquer des choses. Et puis tu m'as agressé physiquement quand je l'ai découvert. Ce n'est pas une erreur, c'est une série de choix pour me blesser et trahir ma confiance. Il a dit que je déformais les choses et que je les faisais paraître pires qu'elles ne l'étaient, et que si je me souciais vraiment de la famille, je trouverais un moyen de surmonter ça au lieu de m'enfuir comme un enfant. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit de foutre le camp de mon immeuble et de ne plus jamais me contacter, parce que j'en avais marre de l'écouter minimiser ce qu'il avait fait et me reprocher de ne pas l'avoir surmonté assez vite. Il est parti après ça, mais pas avant de dire que j'allais regretter d'avoir coupé toute ma famille de ma vie et qu'un jour je réaliserais que la famille est la seule chose qui compte. Et je l'ai juste regardé s'éloigner, en pensant que si c'est ce que signifie la famille, alors je suis peut-être mieux sans. Le lendemain, ma mère m'a appelé, sanglotant hystériquement, disant que Marcus lui avait parlé de notre conversation et qu'elle ne pouvait pas croire que j'avais été si cruel avec lui alors qu'il essayait si fort d'arranger les choses. Et j'ai dit, maman, il a violé une ordonnance de non-communication pour se présenter à mon appartement sans y être invité et puis il s'est fâché parce que je ne l'ai pas accueilli à bras ouverts. Est-ce que ça ressemble à essayer d'arranger les choses pour toi ? Elle a dit que l'ordonnance de non-communication n'était qu'une question juridique et qu'elle ne devrait pas s'appliquer entre les membres de la famille qui s'aiment et veulent se réconcilier. Et j'ai dû expliquer à ma propre mère que les ordonnances de non-communication existent précisément pour protéger les gens des membres de la famille qui ne respectent pas leurs limites, et que la présence de Marcus chez moi était exactement le genre de comportement que cette ordonnance était censée empêcher. Mais elle n'arrêtait pas de dire que j'étais trop dur et que Marcus souffrait aussi, et que je devais penser au pardon et à la guérison au lieu de la punition et de la vengeance. Et je suis tellement fatigué d'avoir la même conversation encore et encore avec des gens qui refusent de comprendre que ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de me protéger des gens qui ont déjà montré qu'on ne peut pas leur faire confiance. Finalement,
j'ai dû bloquer la plupart des numéros de téléphone de ma famille parce qu'ils n'arrêtaient pas de m'appeler et de m'envoyer des SMS pour me faire culpabiliser et me mettre la pression pour que je me réconcilie avec Marcus et Mali. Et c'est triste, parce que certains d'entre eux me manquent, comme ma sœur et mes cousins qui n'ont rien fait de mal, mais ils sont tellement concentrés sur le maintien de l'unité familiale qu'ils ne voient pas à quel point toute cette situation est devenue toxique. Ma thérapeute, avec qui j'ai toujours des séances par appel vidéo, dit que c'est assez courant dans les familles où il y a eu une trahison majeure. Tout le monde veut que les choses redeviennent normales si désespérément qu'ils mettent la pression sur la victime pour qu'elle pardonne et oublie au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes. Elle m'a dit, le fait que Marcus t'ait retrouvé après ton déménagement montre qu'il est plus intéressé à soulager sa propre culpabilité qu'à respecter ton besoin d'espace. Je sais que certaines personnes pensent probablement que je suis trop extrême en coupant le contact avec ma famille, mais je ne peux pas continuer à avoir les mêmes disputes encore et encore avec des gens qui pensent que je devrais simplement surmonter le fait d'avoir été trahi et agressé physiquement juste parce que c'est gênant pour eux de faire face aux conséquences. Peut-être qu'un jour les choses seront différentes, mais pour l'instant, je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis des mois, et je ne vais pas m'excuser d'avoir choisi ma propre tranquillité d'esprit plutôt que le confort des autres. J'ai passé trop d'années à mettre les besoins de tout le monde avant les miens, et regardez où ça m'a mené. C'est donc là où en sont les choses maintenant. Je vis ma vie selon mes propres termes et je ne regarde pas en arrière. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je me sens réellement plein d'espoir pour l'avenir. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce gâchis. Vous m'avez aidé à tenir bon quand tout le monde essayait de me convaincre que j'avais tort de me défendre.